Merci d'être venus nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. C'est une question qui n'est pas facile à aborder et c'est vraiment agréable de voir un public aussi nombreux. Je voulais juste revenir sur ce qui avait un peu été dit en introduction. Je pense que c'est important de faire le choix, et c'est un choix politique affirmé, de ne pas montrer patte blanche et de ne pas être dans la justification. Si on choisit des dates, on les choisit, point. Si ça tombe en même temps qu'un autre événement, tant pis. Je le dis parce que, bon, on sait très bien, et tu l'as dit, Atiba, en introduction, que ça tombe avec un malheureux événement, la mort de Samuel Paty, paix à son âme. Mais aujourd'hui, on subit le diktat de la fachosphère et on voit bien à quel point le gouvernement en fait est en train suit ce diktat et se fait dicter les faits, les gestes, et en fait nous on subit ça. Donc je pense qu'il faut qu'on s'y oppose, et comme tu l'as très bien dit, Maria, en fait on voit bien que ce même gouvernement qui nous appelle à faire le fameux barrage républicain à chaque fois, en réalité poursuit la logique même que la fachosphère lui ordonne de poursuivre. Donc en fait, les fachos qu'il dresse en ennemi numéro 1 de la République, etc., moi je pense que c'est pas vraiment eux dont on devrait avoir peur, c'est le gouvernement actuel, parce que la politique qu'il mène est une politique fasciste qui se dirige en tout cas vers une fascisation de la société. Voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur ça et sur cette façon en fait dont on nous pousse, dont on nous amène toujours à justifier, à montrer patte blanche, à faire allégeance, etc. Donc je voulais revenir un peu... Alors, tout a été un peu bien placé, là, les définitions, etc. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et je ne sais pas, peut-être que ça peut être interactif aussi. J'ai pas forcément envie que ce soit un long exposé de ma part, mais pour placer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à l'école, j'aimerais qu'on revienne un peu sur... De un, le fait que l'école, c'est un microcosme de la société. Et donc forcément, tout ce qui se passe à l'école, c'est ce qu'on voit, puissance 10 000, dans la société, et qui se passe dans un cadre qu'on a voulu sanctuariser, etc. Parce qu'on sait très bien que, attention, il ne faut pas dire que l'école est raciste, parce que sinon, comment vous pouvez dire que l'école est raciste ? L'école est humaniste, l'école a des valeurs auxquelles il ne faut pas toucher. Or, aujourd'hui, on sait qu'on est à des milliers de lieues de ça, et qu'on peut affirmer, en fait, qu'aujourd'hui, l'école est raciste. Et une des formes de ce racisme qui s'exprime, c'est l'islamophobie. Et quand on parle de ça, je voudrais qu'on redéfinisse quelques termes. C'est qu'en fait, on ne parle pas d'un racisme moral, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gouvernements successifs, encore une fois, on n'est pas dans une question du gouvernement actuel, etc. C'est ce qui rend la chose institutionnelle, et c'est ce sur quoi je veux revenir. C'est qu'on ne parle pas d'un racisme moral, voilà, parce qu'on sait qu'on a 1 milliard de dispositifs, qu'on peut aller sur le site EduScol et qu'on a plein de fiches pour nous expliquer comment bien lutter contre le racisme à l'école. Or, on ne parle pas d'un racisme moral, on ne parle pas d'un racisme individualisé qui s'adresse de l'un à l'autre et qui ne parlerait que des insultes, etc. On parle bien d'un racisme institutionnel. Et qu'est-ce que c'est un racisme institutionnel ? C'est quand des institutions ont des pratiques discriminatoires à l'égard d'un certain type de population, et que ces pratiques, elles sont vraiment institutionnalisées. Ça veut dire que c'est dans le fonctionnement même de ces institutions que ça se produit. Pourquoi c'est important de dire ça ? C'est parce qu'on a l'impression que dans l'école publique, voilà, et on le dit, et c'est souvent ce qui revient, c'est que en fait, l'école, c'est la même pour tous. Voilà, on vous dit, l'école, c'est la même pour tous. Or, non. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut prouver par des chiffres. L'école n'est pas la même pour tous aujourd'hui en France. Et l'exemple parfait qui illustre ça, c'est le traitement différencié et raciste qu'a l'école à l'égard des populations qu'elle considère comme musulmanes. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui avait été abordé tout à l'heure, en fait, c'est impossible de dire tu es musulman, tu n'es pas musulman, etc. C'est en s'appuyant sur ce que l'institution considère comme étant affilié à l'islam que l'institution discrimine. Et c'est ce qui est très problématique aujourd'hui, c'est que vous voyez bien les dérives en fait auxquelles ça amène. C'est-à-dire que on a affaire à des hommes politiques et des femmes politiques qui nous expliquent aujourd'hui que les vêtements peuvent être à destination. Et donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui rend institutionnelle la chose, parce que vous pourriez me dire oui, mais voilà, on a un gouvernement de droite, c'est leur fonctionnement. Eh bien non, en fait, c'est quelque chose qu'on remarque
à travers les gouvernements successifs depuis la loi 2004, voire même avant. Donc, c'est ce qui rend la chose institutionnelle, c'est qu'en fait, peu importe le gouvernement qu'on a, les pratiques discriminatoires restent les mêmes. Et aujourd'hui, beaucoup se sont félicités de l'arrivée du ministre Pap Ndiaye en disant, bah voilà, vous avez quelqu'un qui vous ressemble, qui est comme vous là, les Noirs, les Arabes, tout ça. Donc vous avez quelqu'un qui, en plus, a lutté pour ces questions-là, etc. Et on voit comment la machine structurelle a écrasé Pap Ndiaye. Bon, moi, j'en avais aucun doute, mais il y en a, en tout cas, beaucoup de mes collègues étaient très contents en disant, mais voilà, enfin, ça va bouger, enfin, les choses, etc. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on remarque? Et c'est ce qui, encore une fois, si vous n'étiez pas convaincu, c'est un des arguments qui peut vous convaincre sur le fait que c'est institutionnel. On remarque que Pap Ndiaye a suivi la droite lignée, et on peut le dire, c'est le cas de le dire, de ses prédécesseurs, et notamment de Blanquer, sur cette forme fascisante de traitement de la population musulmane, qui est de dire, j'avais écrit, pas de tenue de nature religieuse ostensible. Et en plus, on est dans tous ces termes impossibles à définir. Enfin, voilà. Si la jeune fille refuse de changer de tenue, si elle porte la même tenue de façon régulière, alors on peut considérer que c'est une tenue religieusement, de nature religieuse ostensible. Et il dit qu'il faut appliquer fermement la loi de 2004. Voilà. Alors, c'est des positions qu'il n'avait pas forcément avant, mais on voit à quel point, en fait, l'institution produit ce racisme. Et en fait, peu importe à travers la bouche de qui ça passera, ce sera toujours la même directive à suivre. Et ça, on le voit dans toutes les autres institutions. Et donc, elles ont été citées, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais notamment la police et toutes les autres discriminations qu'on a dans toutes les autres institutions françaises. Et donc, pourquoi c'est important de faire cette distinction? C'est parce que, en fait, à l'école, c'est l'endroit qui va cristalliser tous ces débats de société. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'école, on a envie de montrer un visage de l'école qui est un sanctuaire. C'est-à-dire que quand l'enfant arrive dans l'école, eh bien, il y a toute cette notion fantasmée, tout ce roman national autour de un enfant qui arrive à l'école, c'est un enfant qui a égalité, etc. Et voilà. Et je voulais revenir d'ailleurs sur les fameuses les principes républicains je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, quand on veut devenir enseignant, une des cases qu'on doit cocher, c'est respecte les valeurs de la République. Et c'est très intéressant, parce que moi, je pose toujours cette question en disant, mais du coup, c'est quoi les valeurs de la République? Et on me dit, voyons, c'est liberté, égalité, fraternité. Or, aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui lui-même ne respecte pas ces valeurs. On peut les prendre une par une. On va prendre égalité. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre économiquement de France métropolitaine. Et donc, ça se traduit à travers l'école. Les écoles en Seine-Saint-Denis sont les écoles les plus pauvres de France hexagonale. Enfin, de l'Hexagone, pardon, excusez-moi. Donc, on a affaire à des non-remplacements de professeurs qui coûtent une année scolaire à chaque élève parce que l'institution n'arrive pas à embaucher. On a vu l'actualité autour de l'embauche des profs, de comment ça se faisait. Je reviens pas dessus, je pense que vous avez tous pu assister à ça. On a des établissements scolaires qui tombent en décrépitude, dans lesquels on peut plus enseigner. On a commencé l'année avec 4000 enseignants en moins. Bon bref, ça c'est des éléments, des chiffres, pour vous dire qu'en fait, c'est pas le même traitement, on n'est pas à égalité. Et là, je parle même pas des départements, des ex-colonies, des colonies départementalisées, donc les dom-toms, ce qu'on appelle les dom-toms. Là, j'en parle même pas, parce que si on prend le cas de Mayotte, par exemple, Mayotte, pour vous dire à quel point l'école là-bas n'est pas égalitaire, et qu'il n'y a tellement pas de moyens qu'en fait les élèves mahorais devaient fonctionner par système de roulement. Donc certains devaient avoir l'école uniquement le matin et d'autres uniquement l'après-midi, faute de locaux, faute de professeurs, faute de moyens. Donc égalité, voilà, on n'y croit pas. Fraternité, voilà, je laisse ça de côté parce qu'en plus sororité, tout ça, voilà. Et liberté, on est dans un cas là où on prouve qu'il n'y a pas de liberté. Pourquoi? Parce que l'élève est dépossédé de sa propre parole, de sa propre opinion. Quand il arrive à l'école, on veut en faire un élève qui arrive, voilà, qui est tout lisse, qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de religion et qui n'a pas de mot à dire. Et ça, on le sait parce que
les directives qu'on a, c'est de dire, en fait, dès lors qu'un élève va s'exprimer et que son opinion va aller à l'encontre de ce que l'institution lui dit, eh bien, on va être dans de la répression, on va être dans de la sanction, on va être dans de l'exclusion, mais jamais dans comment on accueille la parole d'un élève. Et je pense que ce qu'il est important de rappeler là, et c'est une évidence, je pense, pour tout le monde, mais on est tellement dans des situations actuelles qui sont absurdes qu'on pourrait se poser la question, c'est à quoi sert l'école ? À quoi sert l'école aujourd'hui ? Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que l'école, c'est un endroit où on est censé apporter du savoir aux élèves, permettre leur éducation et leur permettre de s'orienter aussi par la suite vers des domaines professionnels de leur choix. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on est très loin de ça. L'école n'est plus ça. L'école, c'est un moyen de mater, si je peux utiliser, mater les élèves. C'est un moyen d'orienter certaines populations vers des filières où on manque de personnes, parce que c'est des filières dont personne ne veut, parce que c'est des filières précaires, c'est des filières difficiles à remplir. Donc, on est dans des rouages, dans des mécanismes qui surorientent certains élèves vers des filières professionnelles. Et en plus, on a tout ce discours autour de la culpabilisation de l'élève, parce qu'on lui dit oui, mais tu comprends, c'est pas parce que c'est professionnel que c'est pas bien. Oui, c'est sûr, on sait que parce que c'est pas professionnel, c'est pas parce que c'est professionnel que c'est pas bien. Mais en attendant, quand on a des élites qui refusent d'aller dans ces filières-là, en fait, on peut comprendre que les personnes non blanches des quartiers populaires aussi refusent d'y aller. Pour elles, en tout cas, c'est pas un système d'excellence. Bon, en tout cas, j'ai fait une petite digression, mais pour revenir sur ça et sur à quoi sert l'école, aujourd'hui, on voit bien que l'école, c'est plus du tout un endroit d'enseignement, un endroit d'éducation. C'est plus un endroit où, en fait, on va chercher à déposséder l'élève de ce qu'il est, à le faire rentrer dans le moule pour par la suite lui faire accepter ce qu'il n'aurait peut-être pas accepté au départ. Et c'est intéressant parce que c'est aussi intéressant de considérer ça. Pourquoi ? Parce que je voulais revenir dessus, mais comme ça a été dit, on va gagner un petit peu de temps. La fabrique du musulman comme étant un ennemi de l'intérieur, cette fabrique-là, on voit qu'à l'école, en fait, c'est l'extension de cette fabrique du musulman comme ennemi de l'intérieur, mais dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, le musulman est un ennemi de l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, dès le plus jeune âge, dès qu'on va l'avoir à l'école, on va déconstruire ça. On va le déposséder de sa religion, on va le déposséder de ce qu'il est. On va lui expliquer pourquoi ce qu'il est, c'est pas bien. Pour par la suite, le faire grandir vraiment en étant dissocié de son identité. D'où les débats aussi, tous les débats qu'on a eus autour de l'identité à l'école. Et pour exemple, on pourrait citer le jeune Ahmed qui avait été convoqué, envoyé au commissariat alors qu'il avait 8 ans, il me semble, si je ne me trompe pas, pour apologie du terrorisme. On peut citer tous les élèves qui ont été exclus des établissements parce que pendant la minute de silence lors des attentats, ils ont ri ou parce qu'ils ont exprimé un avis différent. En fait, on peut citer toutes ces répressions qu'il y a eu envers ces élèves qui ont été réellement criminalisés dans des endroits où en réalité, encore une fois, et c'est pour ça que je voulais revenir vraiment sur le rôle de l'école, dans des endroits où en réalité on devrait libérer la parole pour discuter, et en fait, on est là pour accompagner les élèves à grandir en fait. Et donc non, on est vis-à-vis de ces populations-là dans un vrai système de répression. Et donc pour revenir sur l'islamophobie, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que depuis la loi 2004, qui a été la concrétisation réelle, matérielle, physique de cette islamophobie déjà présente, et surtout de cette gestion coloniale qu'on a eue des élèves. Mais donc cette loi 2004 qui a marqué ce tournant, parce que c'était on sait que quand même, malgré tout, il y a eu une volonté de dire non, c'est pas que les musulmans. Non, attention, c'est une loi contre le prosélytisme religieux en général, contre les signes ostensibles en général. C'est comme ça que ça a été présenté. Et donc, on savait très bien, à ce moment-là, au vu des affaires, au vu du traitement, que c'était dirigé à l'égard des musulmans, des musulmanes en l'occurrence. Mais on a eu quand même cette façon de présenter les choses qui était, là, on est contre un prosélytisme religieux. Et on peut voir qu'au fur et à mesure des années, en fait, on est allé vers une gradation radicale, du ciblage des musulmans.
Aujourd'hui, on ne présente plus du tout ça comme un prosélytisme religieux. La loi séparatisme, c'est quand même la loi, au départ, c'était la loi séparatisme islamique. C'était la loi contre le séparatisme islamique, pardon, et pour les valeurs de je sais plus c'est comment ça s'appelle là, pour le principe de conforter les principes républicains. Merci beaucoup. Donc en plus, on voit qu'il y a le pour et le contre. Voilà, donc c'est contre et il y a une opposition frontale. Et donc maintenant, on est vraiment dans cette opposition frontale et ce fichage, il ne se fait plus que dans l'école, il se fait à l'extérieur de l'école. Ces derniers temps, on a eu énormément de remontées, par exemple, de CPE, de surveillants qui nous ont dit, on nous a demandé de faire des listes des élèves qui retiraient leur voile à l'extérieur de l'école. Donc c'est vous dire l'extension, les proportions que ça prend et ce vers quoi on se dirige. On est passé d'une loi 2004 qui était censée être contre les signes ostentatoires religieux en général à un ciblage profilé, à un ciblage individualisé des élèves, même en dehors de l'école. Ça veut dire que maintenant, même si une élève, elle vient, elle retire son voile devant la grille, ça suffit plus. En fait, ça suffit plus. Et c'est vous dire à quel point, là, on sort justement de cette école soi-disant sanctuaire et on va chercher les élèves là où ils sont, dans ce qu'ils sont. On va limite les chercher dans leur foyer, en fait. On va les chercher au plus profond de leur identité et on cible ces élèves par leur tenue à destination religieuse. Donc maintenant, on est dans... En plus, on utilise tous les termes arabes parce que forcément, un terme arabe, ça fait peur. La langue arabe fait peur. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas sur le fait que Darmanin a tout de suite pris à bras-le-corps cette question de la langue arabe en disant, voilà, c'est un des moyens, des vecteurs du radicalisme, etc. Et donc, il faut l'interdire dans les associations. Et maintenant, il faut qu'elle soit enseignée uniquement à l'école pour cadenasser, en fait, cet enseignement de l'arabe et pouvoir le contrôler. Je mets ça de côté. Mais en tout cas, on passe maintenant à... on cible et on profile les élèves qui ont des abayas, qui ont des qamis. Et c'est les termes qui sont utilisés. Et utiliser les mots arabes, c'est pas innocent, en fait. C'est participer à cette peur généralisée qu'on veut créer autour du musulman, autour des élèves musulmans. Alors maintenant, nos élèves musulmans, c'est plus des élèves musulmans. C'est des potentiels terroristes, c'est des potentiels criminels, c'est des potentiels ennemis de l'intérieur. Et c'est intéressant, c'est intéressant à analyser. Et donc, je parle de tout ça parce que beaucoup d'enseignants, et je parle aujourd'hui en tant qu'enseignante, beaucoup d'enseignants me disent « Oui, mais attends, quand même, l'islamophobie, c'est un droit. Voilà, on a le droit d'être islamophobe parce que c'est la peur de l'islam. » Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on n'est pas dans de la peur de l'islam. On est dans une institution organisée qui a une pratique discriminatoire différenciée à l'égard des élèves musulmans et musulmanes, et qui a un vrai ciblage, qui a un vrai profilage de ces élèves en fonction de choses qu'on considère comme de nature religieuse ou comme une tenue ostensiblement religieuse, etc. Et donc, la question, c'est quand est-ce que ça s'arrête, en fait ? Enfin, jusqu'où on va aller ? Jusqu'où on va aller. D'autant que si on considère la laïcité à la base, c'est quand même la séparation de l'Église et de l'État, la neutralité de l'État à l'égard de toutes les religions et la liberté de culte. Aujourd'hui, on voit bien que la laïcité, c'est plus du tout ça. C'est une laïcité dévoyée qui dérive vers juste une anti-religiosité quelconque, en fait. N'importe quelle marque de religion, c'est fini, et pas n'importe quelle en réalité, la religion musulmane. Et ça, c'est quand même important à analyser parce que, au final, on devrait quand même se poser la question, en quoi c'est dérangeant qu'une élève vienne avec un voile sur la tête ? À partir du moment où on considère qu'elle peut apprendre, être là pour faire ce qu'elle a à faire, et voilà, et elle rentre chez elle. Non, on voit bien que le problème, c'est l'islam. C'est ce que représente l'islam dans l'imaginaire, etc., et qu'on a une gestion coloniale des élèves. Et ce dévoilement, parce que c'est quand même une injonction de l'Occident, au final, cette question du dévoilement, on voit qu'elle tire ses racines, mais encore une fois, je voulais revenir dessus, mais je vais pas le faire, mais elle tire ses racines du colonialisme, parce que, pour rappel, on avait quand même un maréchal Bugeaud qui, pendant que la France colonisait l'Algérie, disait « les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards ».
Et on connaît toute cette campagne que la France a eue en Algérie pour le dévoilement des femmes. Je pense que vous avez peut-être en tête ces affiches avec des femmes avec écrit « Femmes, vous êtes belles, dévoilez-vous ». Et puis voilà. Et on sait que un des objectifs de la France lorsqu'elle a colonisé l'Algérie, c'était le dévoilement de ces femmes. Et il y a eu énormément de photos qui ont été prises de femmes à qui on enlevait le voile, qu'on exigeait en fait, à qui on exigeait de se dévoiler, etc. Et bon, là je fais un grand saut et en fait ça mériterait des heures et des heures de discussion parce que c'est extrêmement intéressant. Mais en fait on voit que aujourd'hui cette injonction à se dévoiler des jeunes filles à l'école, elle tire ses racines de ça, en fait. Elle tire ses racines du colonialisme et de l'injonction du dévoilement des femmes arabes comme objet de fantasme, comme orientalisation, sexualisation, etc., et tout ce qui en découle. Et aujourd'hui, à l'école, en fait, on devrait se dire que la laïcité ne concerne que les fonctionnaires. Voilà, enfin, cette fausse laïcité dévoyée, en tout cas, ne concerne que les fonctionnaires, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on ne peut pas afficher une religion particulière, mais qu'elle ne devrait pas concerner les usagers. Parce qu'encore une fois, les élèves et leurs parents, ce sont des usagers de l'école. Et pour contourner ça, pour confirmer ce que je vous disais sur la gradation, sur comment on est monté graduellement vers une espèce de radicalisation, parce que les musulmans sont souvent accusés de radicalisme, et voilà, c'est que pour être encore plus clair dans cette islamophobie, pour être encore plus clair dans ce racisme, Blanquer a sorti le vade-mecum de la laïcité et le Conseil des sages de la laïcité. Pour rappel, le Conseil des sages de la laïcité, c'est 20 personnes qui ont été nommées par Blanquer lui-même. Donc c'est lui qui les a désignées pour 5 ans, et c'est eux qui décident de c'est quoi la laïcité, qu'est-ce qui est valable à l'école, qu'est-ce qui n'est pas valable, et c'est eux qui ont pondu ce vade-mecum sur la laïcité, qui aujourd'hui écrit noir sur blanc que en fait, voilà, c'est terminé la question des usagers, etc. Les élèves musulmans et musulmanes ne sont plus des usagers, en fait. Ce sont des populations qu'on doit soumettre à la règle de vous perdez votre identité, vous perdez vos origines, vous perdez votre religiosité parce que sinon vous êtes considéré comme ennemi de l'intérieur. Donc c'est intéressant de voir comment... Et si vous mettez un nez dans ce vade-mecum de la laïcité, vous verrez que c'est extrêmement choquant, la façon dont vraiment... En fait, c'est des dérives incroyables sur comment on peut considérer la tenue de quelqu'un, comment on peut considérer la religiosité de quelqu'un, et ça tient à rien. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous remarquez un changement de régime alimentaire, eh bien, alors vous pouvez dénoncer cette personne sur la plateforme comme étant sur la pente de la radicalisation. Sous-entendu, si on mange halal, en fait, ça ne va plus. Si vous voyez justement qu'un élève a une tenue et qu'il ne veut pas se déshabiller, parce qu'il y a quand même des principaux qui ont demandé aux élèves de se déshabiller, vous vous rendez compte de la violence de la chose, eh bien, vous pouvez considérer que c'est une forme de radicalisation. Voilà. Et ce glissement entre ce qui est en réalité juste être musulman, ce qui est en réalité juste la pratique de musulman quotidien, quotidienne, la pratique quotidienne, eh bien, aujourd'hui, c'est criminalisé. C'est criminalisé et on vous dit qu'il faut signaler ça sur une plateforme qui est la plateforme Atteinte à la laïcité. Et pour info, il y a déjà eu 300 signalements depuis la rentrée scolaire sur cette plateforme, pour vous dire comment on est dans un système de délation, on est dans un système de criminalisation des élèves. J'avais plein de choses à dire, je ne sais pas si j'ai le temps ou pas. D'accord. Non mais bon voilà, en tout cas je voulais juste peut-être terminer sur les stages antiracistes qu'on a organisés de façon syndicale à Sud Éducation 93, parce que c'est peut-être un des exemples même qu'en fait on est dans une école qui produit du racisme et de l'islamophobie. C'est que on a la Cour des comptes qui produit très régulièrement des chiffres sur comment l'école discrimine ses élèves. Et nous, en tant qu'enseignants, en tant que personnel d'éducation, on a voulu aborder ces questions-là et aborder ce racisme qui est institutionnel. Et la première réaction qu'on a eue, peut-être que certains en ont entendu parler ou pas, ça avait défrayé la chronique à l'époque, c'est une plainte de Jean-Michel Blanquer lui-même pour les termes racisme d'État.
Donc, Jean-Michel Blanquer a porté plainte contre le syndicat parce que, pour lui, utiliser les termes même de racisme d'État, c'était inconcevable. Cette plainte est tombée à l'eau parce que, en fait, il y a énormément de produits, de production sociologique, etc., qui expliquent qu'en fait, oui, il y a un racisme d'État, et de toute façon, il faudrait réussir à prouver qu'il n'y a pas un racisme d'État. Or, les chiffres sont plutôt en notre faveur, malheureusement. Donc, Jean-Michel Blanquer a porté plainte une seconde fois, et c'est vous dire l'acharnement subi. Il a porté plainte une seconde fois pour discrimination envers les non-blancs, parce qu'il y avait des ateliers qui étaient réservés aux personnes subissant le racisme, donc aux personnes non blanches. Donc il a porté plainte pour discrimination envers les blancs, pardon, si je me suis trompée. Il a porté plainte envers discrimination pour les blancs, alors que personne n'avait porté plainte. Et il nous a accusés nous-mêmes de racisme. Donc c'est intéressant de voir comment l'institution essaye de retourner la charge, en fait, à chaque fois contre les personnes qui veulent analyser ça, et notamment les professeurs. Et bon, je voulais aussi parler des professeurs non blancs qui eux-mêmes subissaient du racisme à l'école, puisque c'est très intéressant aussi, mais peut-être que dans les questions et les échanges, on pourra en parler. Et donc, cette deuxième plainte est tombée à l'eau. Personne n'avait porté plainte, il n'y a eu aucune discrimination, etc. Et en plus, il faudrait prouver une discrimination à l'égard des Blancs, c'est assez cocasse. Et enfin, alors Jean-Michel Blanquer a lâché l'affaire, mais des députés LR ont porté plainte à nouveau contre ce stage. Pareil, pour les mêmes raisons, pour les termes utilisés, donc blanchité, islamophobie, voilà, tous les termes. Et donc, ils ont perdu. Et donc là, ils font appel. Donc voilà, c'est vous dire en fait tout l'acharnement institutionnel qu'il y a autour des personnes qui essayent de porter ces questions-là et qui essayent de réfléchir autour de ces questions-là. Peut-être je me arrêter là et puis voilà, je passe la parole.